Bonjour Marc Trévidic. Bonjour. Ce soir du 13 novembre, on est quasiment un mois et demi après votre départ de votre poste de juge antiterroriste. Qu'avez-vous ressenti en apprenant la nouvelle? On l'apprend aux alentours de 21h ce soir-là. Que ce qui devait arriver est arrivé, en fait, parce que on le sentait venir très clairement. Toute l'année 2015 a été assez épouvantable, avec pas mal de chance de notre côté. Et là, le 13 novembre, c'est pas mal de chance du côté d'Abaoud. Donc c'est ça qui a fait la différence, à mon avis. Et puis aussi, l'impuissance, puisque j'étais plus l'antiterroriste, c'est très très dur de ne pas pouvoir participer à l'enquête, essayer de mettre un peu mes connaissances, mon savoir aussi. Enfin voilà, donc c'était très compliqué d'être à côté. Je pense pas dans l'action face à quelque chose de cette ampleur. Est-ce que dans ces cas-là, on donne quelques clés à son successeur? Est-ce qu'on dit peut-être à François Molins, voilà, moi j'ai travaillé sur ça, je connais ça ou pas? Non, pas besoin, parce que François Molins était déjà arrivé depuis suffisamment longtemps, avait suivi toute cette évolution, toute cette menace de l'État islamique, tous les attentats ratés ou les projets d'attentats des années 2014-2015. Donc surtout qu'on est 9 mois après l'attentat de Charlie Hebdo, 10 mois après l'attentat de Charlie Hebdo. Oui, mais il y a eu aussi le Thalys, souvenez-vous. Vous savez, quand je dis que parfois on a eu de la chance, mais le Thalys, s'ils avaient fait l'opération à 2 ou 3... Le Thalys, c'est au mois d'août, qui est précédent. Donc là, vous êtes encore, Tout à fait, et c'est à cette époque-là aussi où on a réussi à identifier, à arrêter une personne qui avait été envoyée par Abaoud pour faire un concert de rock, que j'ai eu devant moi le 15 août. Donc on était vraiment dans tout ça. Il y a eu aussi l'histoire de Glenn qui s'était tiré dans le pied. Enfin voilà, il y a eu pas mal de choses. Il y a eu dès janvier 2015, en fait, toute la traque d'Abaoud qui a commencé. On l'a raté en Grèce, etc. Il y a eu plein de phénomènes comme ça. Mais ce qui est inquiétant, c'est de voir que ça allait en flot continu les retours et les projets d'attentats derrière. Donc, qu'on était débordé, et à partir de là, vous savez, quand on est débordé, qu'on voit qu'on ne maîtrise plus une situation et que l'ennemi est puissant, c'est difficile de ne pas en conclure qu'on va être frappé. Je vous ai promis des questions qui fâchent. Oui. Au moment où vous quittez votre poste, il y a une crise qui éclate, qui n'est pas une crise terroriste, mais qui est la crise migratoire. Oui. La Serbie, la Grèce, la Hongrie sont littéralement submergés par des arrivages massifs de migrants. Il y a une émotion mondiale parce qu'il y a l'affaire du petit Elan. Et à ce moment-là, Angela Merkel dit « Wir schaffen das », nous pouvons nous permettre d'accueillir tous ces flots migratoires, tous ces migrants. David Cameron, qui avait tenu le langage de la fermeté, finalement se recule. Est-ce que finalement, dans cette faiblesse qu'il y a eu, en tous les cas, de ce recul des États, est-ce qu'on n'a pas accéléré le processus qui va aboutir au 13 novembre? Alors c'est vrai que beaucoup de terroristes en ont profité, y compris à Abaoud, de ce flux de migrants. Donc ça c'est clair, on le sait maintenant. Ça a facilité la venue. Mais il ne faut pas rêver, nos frontières n'étaient absolument pas étanches déjà, puisqu'on a vu même par la route pas mal de Belges ou de Français partir de France ou de Belgique, aller par la route, revenir par la route, donc il n'y avait même pas besoin d'avion. Dont Salah Abdeslam. Voilà, et donc pas forcément dans des groupes de migrants, si vous voulez. Donc on n'était de toute façon pas étanches. Donc je comprends. Il y a un problème de frontières. Voilà, et puis il y avait tellement de volontaires pour venir frapper la France et la Belgique que même s'il y en a qui se font arrêter, comme on en a arrêté un qui était justement avec le gars que j'ai eu le 15 août, qui était parti avec un autre qui a été arrêté en Espagne. On en arrêtait qui revenait commandité par Abaoud pour préparer la campagne d'attentat. C'est très intéressant d'avoir justement votre récit dans votre regard et votre témoignage, parce qu'il y a une autre rumeur qui circule quelques jours avant les attentats du 13 novembre, en tous les cas qui vient 2 jours avant, où les spécialistes des questions de sécurité échangent entre eux et disent là il y a quelque chose d'énorme qui est en train de se préparer, et ce qui est très angoissant, c'est qu'on ne sait pas où et on ne sait pas comment, mais ça va venir très vite. Et effectivement, le 13 novembre, des gens du GIGN, par exemple, disent on se prépare à un scénario type attentat de Bombay, et c'est à peu près ce qu'on a connu le 13 novembre. Oui, alors c'est vrai qu'on avait bien compris qu'Abaoud ne voulait plus aller dans les attentats, je dirais à la bombe traditionnelle, et les entraînements qui avaient été suivis
Dans le groupe d'Abaoud, c'était beaucoup plus je lance une grenade, je fais de la calache. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose de plus terriblement efficace, en fait, parce qu'il n'y a pas de problème de faire un engin explosif avec le minuteur et patata. Donc quelque chose de très simple qui est en fait très redoutable, ce genre de manœuvre. D'autant que les armes circulent très facilement, donc on en trouve un peu partout. Et on s'est trouvé dans cette situation-là, finalement, énormément de volontaires pour venir, peu importe le nombre qui est arrêté, finalement, puisque ça part à flot continu pour faire l'opération. Très compliqué dans ces conditions, étant donné qu'à l'époque, on n'était pas au niveau. C'est après qu'on a haussé les moyens. Alors précisément, est-ce que c'était la question, oui, effectivement, je me posais, est-ce que la justice était armée pour faire face à cette situation à l'époque? Ah bah non, non, mais clairement que non. Ni la justice, ni la DGSI, dans le sens où on était dans un format qui correspondait à une menace un peu classique et pas un ennemi super puissant. Les effectifs permettaient de surveiller 150 personnes, 200 personnes, retour, mais pas 2000 si vous voulez. Donc à partir de là, et vous ne pouvez pas mettre à niveau en claquant des doigts. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut du temps pour former des... On a un peu l'impression quand on voit le film 13 novembre, mais en fait, non. Mais non, pas du tout. Il faut d'abord la DGSI, un service de renseignement, des gens qui s'y connaissent en islam radical, qui vont apprendre les techniques du renseignement. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut les former, les recruter, les former. Les magistrats, on en a recruté plein, mais c'est vrai que c'est pas mal aussi d'avoir une certaine expérience aussi de ces dossiers-là, et que si massivement vous recrutez, l'expérience n'est pas tout de suite là. Mais c'est ça qui est assez frappant, c'est qu'on recevait il y a quelques jours justement un de vos prédécesseurs, illustre prédécesseur, le juge Jean-François Ricard, qui a écrit un livre très intéressant sur la question avec Gilles Kepel et qu'on recommande. On se dit quand même qu'il y a quand même une expérience en France dans la lutte antiterroriste. Et à chaque fois que ça survient, finalement, on se dit... Il y a eu cette volonté, d'abord de la loi des 10 ans, de devoir partir au bout de 10 ans. Donc c'est quand même pas rien, puisque... Il faut repréciser ce dont... à un moment donné, il a été décidé que les magistrats antiterroristes, les juges d'instruction antiterroristes, ne pourraient pas rester plus de 10 ans d'affilée en fonction. Et ça, on sent quand on vous lit que vous avez bien regretté à ce moment-là. C'est-à-dire que ça peut paraître un peu curieux qu'on se spécialise à fond, et qu'à un moment donné, on est vraiment, à mon avis, au maximum de sa compétence, on vous demande de partir. Enfin, maintenant, chacun peut se faire une opinion. On peut aussi penser qu'il n'y a personne, indéboulonnable à sa place, que ça peut être gênant aussi. Mais enfin, c'est une matière quand même très, très particulière. Est-ce que, depuis les évolutions législatives qu'on a connues à cette époque, au lendemain d'ailleurs du discours de François Hollande au Congrès, dans le lundi qui suit ces attentats, est-ce que la législation est de nouveau... en tout cas, est-ce que la justice est mieux armée aujourd'hui? C'est compliqué parce qu'on a multiplié les lois, on a mis aussi dans le code de procédure pénale des mesures administratives, on a mélangé un peu tout ça, alors que les mesures administratives, comme l'état d'urgence, en fait, a vraiment une efficacité coup de poing à un moment donné. Mais finalement, la perd si ça devient la généralité. C'est un peu comme si l'ennemi s'acclimatait de ces règles pérennes. Donc c'est assez compliqué. Comme ma réponse, c'est peut-être pas très claire. Non, mais peut-être pour vous aider à la clarifier, je vais vous citer deux anecdotes qui m'ont frappé, deux affaires récentes qui ont frappé et qui font qu'on se pose la question. On a deux faits d'actualité. Ce week-end, on apprend que 3 jeunes filles sont mises en examen le 10 octobre pour, je cite, participation à une association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation de crimes d'atteinte aux personnes. Bon, en clair, elle parle d'attentats, d'attaques par rapport face à des bars. On est avant le 13, à quelques jours avant les commémorations du 13 novembre. Donc, on se dit, effectivement, c'est impressionnant. Bon, quand on regarde, en tous les cas, d'après les informations qui nous parviennent, bien évidemment, c'est des informations au grand public. Donc, elles sont passées au filtre des informations du secret judiciaire et du secret des enquêtes et du secret des services de renseignement. Mais on apprend qu'il y a une handicapée moteur et une mineure qui semble aussi paumée que les mineurs que vous avez rencontrés dans votre carrière de juge aux affaires familiales. Et je recommande d'ailleurs à ce sujet votre livre, c'est pas piqué des hannetons. Le parquet national antiterroriste claironne, encore un attentat déjoué. De l'autre, on a le parquet qui refuse à ce stade de s'autosaisir après l'attaque, elle, bien réelle, bien commise,
de Saint-Pierre-d'Oléron. On précise que l'assaillant a été entendu crier « Allah Akbar » et qu'il a utilisé un mode opératoire que vous avez sûrement vu, qui est l'attaque à la voiture, comme à l'attentat de Nice, comme à Berlin. Bon, c'est une voiture, c'est pas un camion, mais c'était ce qu'avait dit Al-Adnani, le porte-parole de Daesh, quelques temps avant l'attentat de 2015, en disant vous prenez tout ce que vous avez sur la main, en gros, des cailloux, des couteaux ou des voitures, et vous attaquez les infidèles. Disons que le texte est quand même plus restrictif pour se saisir quand il s'agit d'une entreprise individuelle que quand elle est collective. Parce que quand elle est collective, vous pouvez avoir l'association de malfaiteurs. Pour s'associer, il faut être au moins 2. Ce qui fait que quand vous êtes 3 jeunes filles, même s'il y a une mineure, même s'il y a une handicapée, vous avez déjà les conditions de l'association de malfaiteurs terroristes. Tandis que quand on est seul, les conditions de l'entreprise individuelle terroriste sont plus restrictives. On avait étendu ça en 2014 avec différents critères qui permettent de dire que c'est en lien avec une entreprise terroriste. Donc c'est un peu plus compliqué. Mais autrement dit, Marc Trévidic, ce que vous êtes en train de me dire, le djihadisme est... même si le djihadisme est plus grave et plus meurtrier, mais s'il est commis par un seul, ça sera plus difficile de lui mettre le sceau d'une enquête antiterroriste, plutôt que, même si c'est quelque chose de très lointain, apparemment un peu fumeux, on ne sait pas encore, mais avec 3 personnes. On ne peut pas comparer une action qui n'a pas eu lieu, où on va se servir d'une mesure préventive, qui est l'association de malfaiteurs terroristes. Ça va permettre d'arrêter le groupe avant. Donc on est obligé de se prendre cet outil pour pouvoir les arrêter avant. Et la position d'un parquet, une fois que l'action a été commise, de voir si ça vaut le coup finalement de le prendre en terrorisme, parce que ça revient à ça. Il faut comprendre qu'au début, le terrorisme, c'était une notion de procédure, en 86, pour que Paris prenne tout. Prennent des parquets locaux. Aujourd'hui, ce qui se passe avec ce terrorisme individuel, c'est qu'en fait, on se rend compte que le parquet local peut très bien gérer en droit commun. Donc, c'est un peu ça le Et ce que vous êtes en train de me dire aussi, c'est que cette législation antiterroriste, son intérêt, c'est qu'elle est préventive. Ah bah bien entendu. C'est pour ça qu'on a des outils comme l'association de malfaiteurs terroristes. C'est surtout pour interpeller les gens avant un attentat. Faut-il se battre pour rapatrier les Français partis se battre en Syrie ? Faut-il se battre? Mon opinion était très claire. Au début, la plupart des enfants nés là-bas étaient jeunes pour ce qui est des enfants. Et donc, il fallait les rapatrier le plus vite possible, plutôt les laisser des années se radicaliser encore. Et maintenant, ça pose un vrai problème. Vous voyez. Après, il faut voir la sécurité sur place pour ce qui est des adultes. Est-ce qu'il y a des risques d'évasion? Il y a eu des grosses opérations d'évasion. On a eu Peter Sherif qui s'est évadé parce qu'il était... Où est-ce qu'il faut le garder, nous, pour qu'il soit... Ouais, donc, c'est pas clair non plus, là. Est-ce qu'il y a un risque, en les laissant sur place, qu'ils puissent s'évader? Faut-il encourager les victimes à accepter la demande de rencontre formulée par Salah Abdeslam et de justice restaurative? Je pense que c'est à elles de choisir, mais j'aurais tendance à leur dire méfiance, parce que j'ai l'impression que le seul qui peut y trouver quelque chose, c'est Salah Abdeslam, et pas elle. Justice restaurative, il faut aussi que ça aide les victimes. C'est pas simplement que éventuellement ça puisse donner, entre guillemets, un terrain à la personne condamnée pour exposer ses idées. De votre expérience d'enquêteur, justement, est-ce que vous y voyez un piège par Abdeslam? Je pense qu'il est profondément radicalisé. Donc, à partir de là, je ne vois pas ce que ça pourrait apporter, à part qu'il essaye de les convaincre que ce qu'il a fait, même si ça a été dur pour eux, il avait quand même des raisons de le faire. Vous avez été surpris par le fait qu'il ait pu se procurer une clé USB? Oui, là, pour le coup, c'était sans doute le détenu le plus surveillé de France, donc là c'est un peu exagéré. D'autre part, je précise qu'aussi on peut vivre sans ordinateur. Moi, j'ai une partie de ma vie, l'ordinateur n'existait pas. Je lisais dans les livres, vous voyez. Donc bon. Merci beaucoup, Marc Trévidic, d'être venu témoigner en plateau justement sur ce combat mené par les juges antiterroristes dont vous avez été. Je recommande Justice présumée coupable. C'est votre dernier, le roman du terrorisme. Ça, c'est votre livre justement sur le terrorisme et Justice présumée coupable. Je vous assure, vous passerez un très bon moment en lisant ce livre. Et toutes les questions qu'on peut se poser sur la question, toutes les polémiques qu'il peut y avoir, eh bien Marc Trévidic y répond. On n'est pas forcément d'accord, mais on passe un très très bon moment. C'est chez Albin Michel. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et on se retrouve demain, même heure, même endroit.